Et je pense que maintenant, il est grand temps de vous présenter Émeric. Vous êtes Émeric, enseignant, chercheur et docteur en psychologie. Vous renoncez à une carrière universitaire qui était bien tracée et en 2008, vous décidez de créer Orientation. Ce sont actuellement 350 cabinets spécialisés dans l'accompagnement des évolutions professionnelles. On dit que vous êtes entrepreneur passionné, altruiste et guidé par l'exigence du résultat. Et vous intervenez aussi comme consultant et expert en développement personnel. Et vous avez écrit et publié plusieurs livres. Et je pense que je peux bien vous donner la parole pour nous raconter qui vous êtes. D'accord. Donc, merci à tous. Bonjour, bonjour à tous les participants. Ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sous cette forme innovante qu'est la visioconférence. Donc, c'est vrai que moi, au départ, en fait, mon rêve, c'était de devenir écrivain. Hein, très clairement, c'était mon rêve de départ. Et puis la vie, comme la vie nous réserve plein de surprises, et puis on évolue aussi en vieillissant, grandissant, en apprenant, en rencontrant. Et donc, j'en suis venu finalement à créer une entreprise, tout en gardant en fait cette passion pour l'écriture. Mais c'est une entreprise qui a un sens particulier puisque j'ai toujours voulu en fait aider les gens, en tout cas contribuer au bien-être de mes semblables, voilà. Et donc c'est une entreprise quand même qui a toujours cherché à créer des prestations pour aider les gens à aller mieux. Donc ça m'a permis de rencontrer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes que j'ai accompagnées d'abord en tant que praticien, hein, parce que j'ai d'abord été un thérapeute ou un coach ou un consultant, peu importe. Hein, l'idée c'était vraiment d'accompagner des gens. Et puis ça m'a aidé, voilà, tout ça, ça m'a nourri. Toutes ces expériences, ces rencontres m'ont nourri et elles m'ont amené à écrire des livres sur le développement personnel et à créer des prestations pour répondre à différents besoins. Alors j'ai une petite métaphore que je me sers pour me présenter plutôt à l'écrit, mais qui peut être intéressante aussi pour vous si vous voulez construire une présentation. C'est la métaphore des 7 visages. Voilà, on dit qu'un homme a 7 visages et donc chaque visage représente une facette de nous-mêmes. Donc, entrepreneur, écrivain, je suis le papa aussi d'une petite fille. Voilà, donc j'ai aussi une vie de famille, une vie très simple. Et puis aussi d'autres goûts pour l'aventure, les voyages aussi. J'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal fait d'alpinisme aussi à une époque, maintenant un peu moins. Mais voilà, donc 7 visages que vous pourrez découvrir sur ma page de présentation Amazon ou sur la biographie qui est liée à cette présentation. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous et vraiment pour à la fois vous présenter le livre, mais aussi répondre à des questions, discuter aussi, converser, se nourrir aussi des échanges qui peuvent être faits. Voilà. Et Émeric, vous êtes un auteur touche à tout. Et pour ne citer que quelques-uns de vos ouvrages de développement personnel et professionnel, voilà quelques titres. Donc, aussi serein qu'un arbre, j'arrête de fumer grâce à la psychologie positive, la méthode 10-10, perdre 10 kilos et vivre 10 ans de plus, l'amour dure 3 ans, les explications, tout le monde peut coacher, les rumeurs, petit guide pour comprendre et agir, faites des affaires avec les Chinois. Et vous avez aussi écrit 2 romans en 2005 et 2013, Quand le troisième âge s'éveillera, le monde tremblera, et un autre qui s'appelle La répétition. Vraiment beaucoup de thèmes. Qu'est-ce qui vous guide dans le choix des thèmes de vos livres? En fait, ce qui peut provoquer en fait l'écriture d'un livre, c'est d'abord c'est une expérience en fait. C'est souvent en fait on ressent quelque chose dans une expérience personnelle, alors soit à travers une rencontre, soit une expérience personnelle qu'on a vécue, une souffrance. Moi, c'est beaucoup une souffrance ou une expérience difficile. C'est comme ça que moi je travaille et je vais avoir envie, à partir de cette expérience, d'écrire un livre en fait pour encore une fois toujours contribuer au bien-être des autres. C'est toujours ça qui m'anime.
Par exemple, La répétition, qui est un roman, c'était c'était un livre pour. J'étais en couple à cette époque-là avec une jeune femme qui avait une histoire de vie assez difficile, et donc j'ai écrit sur son histoire. Aussi Serein qu'un arbre, c'est le dernier livre de développement personnel. C'est par rapport à la pandémie, c'est-à-dire voilà comment aider les gens à retrouver un ancrage, retrouver un sens, voilà, retrouver de la sérénité dans un monde un petit peu bouleversé. Et donc voilà, c'est vraiment ça, c'était l'objectif de ce livre. Après, il y a des livres un petit peu plus techniques, on va dire, qui sont plus des sujets parfois liés à des voyages ou à mon activité professionnelle, comme sur le livre sur la Chine, c'est un livre voilà qui est lié à une étude que j'avais réalisée sur la Chine en 2008. Voilà, donc, en fait, c'est souvent, en tout cas, la plupart du temps, c'est d'abord une expérience, une rencontre, quelque chose qui s'est passé. Et je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose. Il faut pouvoir contribuer, il faut pouvoir aider, il faut pouvoir apporter un apaisement, un éclairage, quelque chose de positif. Voilà. C'est ça le but. Merci. Je rebondis sur cette notion de positif et j'ai envie de vous raconter pourquoi j'ai choisi ce livre. Ce que j'aimerais te dire, si je savais trouver les mots, si j'avais plus de temps, si. À mentionner que le livre est traduit en anglais et en allemand, ce que je pense est très important pour notre public. Je cherchais un texte qui invite à discuter, à partager, un texte sympa, chouette, même un texte un peu de cocooning, parce que c'est comme ça que je m'imagine la lecture et aussi la bibliothèque. Là, nous étions forcés, et nous le sommes encore, à rester à la maison. Et je me suis posé la question, est-ce que nous parlons plus? Et comme j'avais envie de présenter un livre qui prend vraiment soin de nous, j'ai choisi votre livre parce que c'est un livre sage, sans trop philosopher. C'est un recueil d'histoires qui collent, qui restent, qui surgissent dans ma réflexion après que je l'ai lu. Il nous présente des vérités qui sont bien connues, mais qui sont racontées au bon moment. Et une histoire toute personnelle, j'étais en train de feuilleter le livre et il y a ma fille qui rentre de l'école, elle a 16 ans, et elle commence à se plaindre de ses cours de philosophie, à quel point c'est pas intéressant. Je dis, écoute, je t'écoute avec mes deux oreilles, mais peut-être je pourrais t'aider. La réponse, maman, arrête avec tes livres de bibliothécaire et de personal development. Je dis, OK. Et puis, j'ai laissé comme ça le livre à côté. Et elle a commencé à feuilleter parce que la couverture est quand même très câline. Et elle a choisi, bien sûr, le chapitre qui s'appelle Refuser de l'aide. Et là, il y a un petit extrait de l'histoire d'Aladin qui raconte que c'est grâce au génie, il a demandé au génie d'avoir de l'aide, et puis il a eu l'amour de sa vie, il a épousé la princesse, et ils sont restés ensemble et vécu très longtemps, très heureux. Et bien sûr, il y a le commentaire à propos de cette histoire qui est que nous serons surpris de voir, si on ose demander de l'aide, à quel point il y a des gens, nos génies invisibles parfois, qui sont prêts à nous aider, qui sont prêts à nous donner de leur temps, qui sont chaleureux et veulent échanger avec nous pour nous aider. Il suffit juste d'oser. Ma fille a lu ça, elle a souri et on a entamé une conversation très philosophique et super enrichissante. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le livre. Et je laisse Emily me présenter le livre un peu plus en détail, peut-être. Alors, ça me fait plaisir, Stanka, que vous me racontiez cette histoire, parce que vous ne l'aviez pas raconté auparavant. Et c'est vrai que en fait, ce livre, je l'ai écrit parce que justement, je me disais, mais dans la vie, voilà, on voit des amis, ses parents, ses grands-parents, ses frères et sœurs, enfin voilà, des gens qui peuvent compter pour nous.
Et puis parfois, on va les trouver dans une situation de difficulté, alors plus ou moins forte. Hein. Il y a bien sûr des petites difficultés dans la vie et puis des problèmes plus importants. Et puis souvent, on n'a pas le temps, en fait, on n'a pas le temps de leur apporter l'aide qu'on voudrait. Et puis, c'est pas facile pour eux non plus toujours de recevoir soit un conseil ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, en fait, si j'écris un livre, moi, j'ai quand même une forme d'expertise. Alors, je vais essayer d'écrire un livre qui va être compréhensible de tous, mais apporter aussi des éléments un petit peu des éclairages. Et puis, comme ça, finalement, si mes lecteurs ils rencontrent quelqu'un qui est en difficulté, ils pourront lui offrir. C'est-à-dire, j'ai vu que tu étais en difficulté, mais moi, je ne sais pas comment t'aider. Et puis, on n'a pas le temps, en fait, tout va trop vite. Donc, mais par contre, je vais prendre le temps de t'offrir ce livre et tu vas pouvoir toi-même aller y puiser peut-être quelque chose qui va t'aider à trouver une solution ou un apaisement. Et c'est vraiment, voilà, c'était le principe du livre. Il est né comme ça, quoi. Ce que j'aimerais te dire, c'est ce que j'aimerais te dire si j'avais le temps pour t'aider. Et comme on n'a pas le temps, je vais passer par ce biais-là. C'est comme un livre messager, si vous voulez. Hein. C'est dans cet esprit. Donc, ça me fait plaisir que vous racontiez cette histoire, parce que c'est exactement l'incarnation de ce que je souhaitais. Alors, bien sûr, on peut se l'offrir à soi aussi. Hein. On n'est pas obligé de l'offrir aux autres, mais c'était vraiment son principe. C'est vraiment comme un fil de Facebook un peu, et puis c'est léger à lire, mais après ça reste et ça donne envie de réfléchir. Voilà. Et c'était tout de votre part pour l'instant? Oui, Aymeric? Oui, sur le principe du livre. Alors après, dans sa conception, effectivement, j'y ai mis je me suis moi-même positionné en tant que messager, parce qu'en fait, il y a déjà plein de gens qui ont traité de différents sujets. Ça peut être des grands philosophes, ça peut être des grands penseurs, des sages. En fait, il y a un savoir comme ça qui transite à travers des histoires, hein, souvent, parce qu'avant la culture écrite, c'était par la culture orale qu'on transmettait ces histoires. Et donc, ces histoires, elles font partie d'un fond commun, c'est une richesse commune qu'on a. Et donc, je suis allé puiser dans cette richesse commune, dans ce savoir commun, les histoires qui allaient pouvoir illustrer, qui allaient pouvoir nous emmener et nous faire, sans effort, voir les choses différemment. Donc, je me suis moi-même vraiment positionné comme un messager. Donc, vous allez retrouver à la fois ça peut être des citations inspirantes, ça peut être des histoires. Alors, certaines que j'ai écrites moi-même, d'autres que j'ai reprises, que j'ai actualisées, bien sûr, parce que certaines sont un peu anciennes. Et puis aussi des analyses, là, cette fois-ci, qui sont plus mon travail de recherche ou de docteur en psychologie, de praticien, en fait, hein, de mes propres analyses de ce qui peut se passer quand on traverse un deuil, quand on est face à un problème insoluble, quand on est dans une situation de perte de confiance en soi, voilà, aussi d'amener mes propres éclairages, et tout ça, effectivement, fait un ensemble qui est fait, qu'on peut aller, je n'irai pas picorer, mais c'est plutôt, voilà, on va aller chercher la réponse à son sujet, donc on peut réutiliser le livre dans la durée aussi, on n'est pas obligé de tout lire d'un coup, on peut aussi de temps en temps aller le revoir, c'est vraiment comme ça que je l'ai conçu. Et j'ai envie de... J'ai un chapitre préféré qui s'appelle « Être perdu dans sa vie ». C'est le chapitre qui m'a capté mon attention tout au début. Parce que j'étais, et je le suis encore parfois, une bibliothécaire derrière des portes fermées par ces temps tristes de pandémie, comme vous voyez. Et je perdais parfois le sens de mes journées. Ça a peut-être été aussi le cas pour vous. Et puis j'ai plongé dans ce chapitre et je me suis dit que finalement, ce n'est qu'une tempête. J'ai retrouvé mon but qui a toujours été de chuchoter les lecteurs. Et les lecteurs, ils sont un peu naufragés comme moi pour l'instant. Et j'ai aussi promis à mes livres, ce ne sont pas mes livres, mais les livres de la bibliothèque, des croisières. Et je me suis dit, il faut que j'y travaille là-dessus. Et j'ai vraiment envie de vous lire, elle est toute brève, l'histoire qui m'a inspirée. Dans un lointain pays, une femme se promenait sur une plage déserte au coucher du soleil. Peu à peu, elle distingua la silhouette d'une jeune fille à l'horizon. Elle se rapprocha et remarqua alors que la jeune fille ne cessait de se pencher pour ramasser quelque chose qu'elle rejetait aussitôt dans la mer.
Inlassablement, elle se penchait, ramassait quelque chose sur le sable et le lançait ensuite dans l'océan. En se rapprochant encore, la femme remarqua que la jeune fille ramassait en fait les étoiles de mer que la marée montante avait rejetées sur la plage et, une par une, les rejetait dans l'eau. La femme était intriguée. Elle aborda la jeune fille et lui dit « Bonjour, je peux te poser une question? Je t'observe depuis tout à l'heure et je m'interrogeais sur ce que tu es en train de faire. Je rejette les étoiles de mer dans la mer. C'est la marée basse, vous comprenez, et toutes les étoiles de mer se sont échouées sur la plage. Si je ne les rejette pas dans l'océan, elles vont mourir. » La femme lui jeta un regard perplexe et ajouta « Mais il doit y avoir des milliers d'étoiles de mer sur cette plage immense. Tu ne pourras pas toutes les sauver, il y en a trop. Et il faut que tu te rendes compte que le même phénomène est en train de se produire sur d'autres plages partout dans ton pays. Ne vois-tu pas que tu ne peux rien changer au destin de ces étoiles de mer? » La jeune fille sourit. Elle se pencha à nouveau et ramassa une autre étoile de mer. Elle l'a remise dans l'eau et ajouta « Ça change tout pour celle-là. » Voilà, c'est mon histoire préférée. Émeric, est-ce qu'il est toujours là? Oui. Émeric, Oui, et je suis votre toujours chapitre? là. Oui. Et votre chapitre préféré, vous en avez un? Alors moi, c'est celui que je préfère en fait, c'est celui sur le, comment dire, ça s'appelle Perdre un être cher. C'est un chapitre qui est sur le deuil, mais pas que le deuil d'une personne, c'est plutôt sur le deuil aussi d'une situation aussi. J'aime beaucoup cette histoire parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, dont je me suis, enfin, qui m'a donné envie d'écrire cette histoire. Voilà, je la reprends. Je vais la lire aussi. Il y avait dans un lointain pays un homme et sa famille qui vivaient paisiblement de la culture de la terre. Le nom de cet homme était Jacques. La journée durant, au milieu des belles prairies qui s'étendaient à perte de vue autour de sa maison, Jacques cultivait la terre. Chaque jour, il remerciait le grand fleuve qui bordait sa maison de lui apporter l'eau pour arroser les céréales, les légumes et les fruits qui poussaient dans ses champs. Jacques vivait ainsi heureux avec sa femme, sa fille et ses deux fils. Voilà, tout commence par cette vie d'agriculteur, mais heureux, voilà, auprès de ce fleuve bienveillant. Chaque année, à la fin de l'hiver, le fleuve entrait en crue. Il inondait une partie des champs situés sur ses berges. Les limons portés par l'eau du fleuve venaient enrichir la terre. Mais une année, l'inondation fut beaucoup plus forte que d'habitude. L'eau monta jusqu'à la maison de Jacques, qui était pourtant située sur le flanc d'une colline. Jacques amena ses bêtes tout en haut de la colline pour qu'elles y soient en sécurité. Lui se refusa à quitter sa maison qu'il avait mis tant d'années à construire. Voilà, le fleuve monte et inonde sa maison et Jacques, il est attaché à cette maison et il ne peut pas la laisser, il ne peut pas l'abandonner. Mais l'eau continuait de monter. Il pleuvait toujours plus chaque jour. Bien que l'eau eût envahi le rez-de-chaussée de la maison, Jacques se refusait à quitter sa maison. Puis l'eau monta jusqu'au premier étage. Jacques se réfugia alors sur le toit de sa maison, d'où il contemplait ses champs noyés par les eaux qui formaient maintenant un lac. Sa famille était partie. Jacques restait seul avec le plus fort de ses fils sur le toit de la maison, attendant que les eaux du fleuve ne s'en aillent. Donc voilà, il s'accroche en fait à cette maison qui est toute sa vie. Un soir, après un violent orage qui avait encore fait monter les eaux du fleuve, un voisin vint le chercher avec sa barque, juste avant que sa maison ne fût engloutie. Jacques alla alors s'installer au sommet d'une colline où il avait gardé une petite grange. Il attendait toujours que l'eau fût redescendue. Jacques se mit à essayer de construire des digues et de pomper l'eau, mais il n'y avait rien à faire, il semblait que le fleuve ait changé de nature. En réalité, en amont du fleuve, un barrage qu'on ne pouvait reconstruire avait cédé. Donc c'est l'histoire d'un changement qui est irréversible en fait et contre lequel Jacques qui n'arrive pas à accepter. En fait. Tous ses amis lui conseillaient d'abandonner la culture et de faire autre chose, mais Jacques refusait, car il savait qu'il fallait être courageux dans la vie. Tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as lutté avec courage. Maintenant, les choses ne dépendent plus de toi, lui disait-il.
Tu dois maintenant accepter ce qui s'est passé. » Jacques, quand on lui disait cela, se mettait en colère, il se repliait sur lui-même, et quand il était seul, il pleurait d'avoir à jamais perdu cette belle maison et sa vie d'avant. Finalement, au bout de quelques mois, Jacques se fit une raison. Il comprit qu'il ne servait à rien de regretter ce qu'on avait perdu. Au lieu de pleurer ce qu'il avait perdu, il se remit au travail pour valoriser ce qui lui restait. Avec le plus fort de ses fils, il entreprit de reconstruire une autre maison. De temps à autre, il lui arrivait encore de se mettre en colère et de pleurer, mais c'était de moins en moins souvent. Avec le temps, il finit par accepter, par se concentrer de nouveau sur son avenir. La colère qui le hantait l'abandonna, la tristesse se dissipa, la joie revint. Il décida de partir pour faire un voyage, car cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas vraiment reposé. En chemin, il rencontra d'autres hommes qui vivaient au bord du fleuve et qui avaient eux aussi perdu leur maison. Ceux-là avaient pris le parti de poser des nasses dans le fleuve devenu lac pour attraper des poissons. Il trouva cette idée extraordinaire et dès qu'il fut de retour chez lui, il partit avec le plus fort de ses fils poser des nasses. Le lendemain, ils mangèrent de délicieux poissons. Et donc, c'est tout le récit d'un apprentissage, en fait, l'apprentissage d'une nouvelle vie qui doit se faire. La vie de Jacques devint celle d'un pêcheur. À la fin de sa vie, il est devenu un homme respecté et aimé. Il avait appris à beaucoup de gens à poser des nasses et à attraper des poissons. Nombreux étaient les habitants de son pays qui se sentaient redevables à son égard, car c'était lui qui leur avait appris comment se nourrir et sauver leur famille de la famine qui les menaçait. Le jour de son enterrement, on érigeait une stèle avec cette inscription « Ici gît Jacques le pêcheur ». Voilà, donc c'est une histoire justement sur le deuil ou l'acceptation de ces situations qui sont irréversibles, mais qu'on finit finalement par apprivoiser en acceptant de rentrer dans une nouvelle façon de vivre, en fait. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette histoire. C'est un peu émouvant, mais et puis ça me parle, voilà, par rapport à c'est une personne réelle que j'ai connue, et c'est elle qui s'appelle Jacques d'ailleurs, et qui m'a donné envie d'écrire cette histoire. Alors en fait, la métaphore des 7 visages, alors elle est tirée d'un livre dont j'ai oublié le nom, mais en fait, voilà, dans ce livre, il est écrit qu'on dit qu'un homme a 7 visages, enfin un homme ou une femme d'ailleurs, hein, parce que il n'y a pas de spécificité sur ce sujet, pas plus que hier. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une métaphore pour vous aider pour aider à se présenter. Donc moi, dans mes 7 visages, j'ai entrepreneur, professeur, chercheur. J'ai mis écrivain, aventurier parce que j'aime bien un petit peu l'aventure. Puis j'ai fait aussi de la communication, que j'ai mis conseiller en communication. Puis après, homme ordinaire. Donc ça fait comme une étoile à 7 branches. Et donc, vous pouvez faire ce petit exercice avec vous aussi en regardant des facettes différentes. On a tous des facettes différentes. Hein. Voilà, on peut avoir aussi une vie de famille, une vie de couple, une vie professionnelle, une vie amicale, une vie intime. Ça fait 5 visages. Et puis après, on peut avoir d'autres... peut-être une passion personnelle, il y en a peut-être qui sont passionnés par la lecture, l'écriture, le jardinage, la peinture. Et donc, ça peut vous aider, grâce à ces 7 visages, à essayer de mieux vous connaître et de vous présenter en essayant de trouver 7 facettes de votre personne. C'est comme ça qu'elle peut être utile, cette métaphore. Mais le chiffre 7 a-t-il une signification particulière, comme on dit que les chats ont 7 vies, par exemple? 7, c'est un chiffre qui a une longue histoire. De toute façon, c'est un chiffre très symbolique. Donc, c'est pour ça que sans doute que la personne qui avait établi cette métaphore avait choisi le chiffre 7. Mais au-delà de 7, je pense que vous pouvez choisir moins si vous le souhaitez ou plus si vous avez une vie encore avec énormément de facettes. Il n'y a pas d'obligation sur ce 7. Mais je pense que c'est plutôt un chiffre qui a un symbole, les 7 jours de la semaine, hein, notamment. Ça fait partie des chiffres mythiques. J'ai une question qui est un peu en dehors du livre, mais pendant ces 15 mois de pandémie, tout simplement, beaucoup de changements ont été imposés. Et comme Émeric, vous avez ces cabinets d'orientation, je me posais la question, tout le monde a envie de remplir son temps, de prendre une nouvelle activité, même de changer de cap, de changer de vie.
Est-ce que vous avez vu une vraie tendance comme ça pendant ces 15 mois? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé de vie ou il y a très peu qui osent? Alors, déjà, en fait, enfin, moi, j'ai commencé à accompagner des gens en 2003. Et depuis, en fait, j'ai vu grandir ce besoin, en fait, d'avoir une vie, je crois, le besoin de mieux se connaître et le besoin d'avoir une vie qui soit la plus proche possible, effectivement, de ses valeurs, de ses besoins, de ses aspirations. Voilà, on sent qu'il y a vraiment cette aspiration qui grandit depuis une vingtaine d'années. Et pendant le confinement, il y a eu ça encore plus fort. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on accompagne à peu près 10 000 personnes par an. Alors sur la France, hein, parce qu'on n'a pas de cabinet pour l'instant, ni en Suisse, ni au Luxembourg, ni en Belgique. Mais on accompagne à peu près 10 000 personnes par an. Et c'est vrai que on sent que cette aspiration, elle est vraiment grandissante, hein, vraiment de se rapprocher de qui on est, de trouver du sens dans un monde qui est de plus en plus incertain et complexe. Donc on essaie un petit peu de se recentrer sur nous pour essayer de retrouver justement un point d'ancrage, un point de certitude. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont concernées par ça. Après, nous, moi, dans tout ce qui est transformation comme ça de vie, je suis plutôt partisan des transitions douces. L'idée, c'est pas forcément d'avoir une rupture avec sa vie d'avant, parce que déjà, c'est pas forcément facile d'avoir une rupture avec sa vie d'avant. On a des points d'attache, hein, on a une famille, souvent des amis, un travail, enfin, voilà, une ville, on a des points d'attache, donc c'est pas forcément facile de rompre. Et ceux qui sont capables comme ça de rompre d'un coup et de larguer les amarres, c'est pas les plus nombreux, hein, et puis c'est plus, bon, il y a des âges où c'est plus facile que d'autres aussi de larguer comme ça les amarres, hein, dans sa vie. Mais on peut faire des transitions douces. Donc, nous, c'est plutôt d'abord, par exemple, si on a un hobby comme ça, on va essayer d'avoir une activité complémentaire rémunérée. Puis on va faire, je sais pas, vous pouvez faire de salon de coiffure le samedi ou le soir et proposer ça d'abord à des collègues, des amis, des connaissances. Et puis après, vous voyez comment ça fonctionne. Et puis si le cœur vous en dit et que ça fonctionne, vous vous éloignez un peu plus de votre situation actuelle et vous vous rapprochez un peu plus de la situation vers laquelle vous allez aller. Donc, ça se fait en douceur, en fait. Il ne faut vraiment pas... je pense que ça ne sert à rien de brusquer les choses parce qu'on peut se mettre... Alors, parfois, c'est nécessaire, mais c'est... voilà, je crois beaucoup aux transitions douces. Mais par contre, je crois aussi beaucoup qu'il faut le faire. Voilà, il ne faut pas attendre forcément... si on a une aspiration, il faut le faire. La vie est courte, quoi. Donc autant essayer de le faire. Et puis après, c'est l'aventure, on découvre des choses, et c'est sympa. Ce qui me fait penser à un autre chapitre. Ce qui me fait penser à un autre chapitre qui parle de la persévérance. Et c'est vraiment rigolo parce que le chapitre finit avec le top des 3 personnes les plus persévérantes du monde. C'est l'empereur, sa femme et le petit prince. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson, mais je vais même vous la chanter. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais partie, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Merci. Merci. Il est le moment de clôturer cette rencontre fort agréable.